Je voulais juste dire, parce qu'intervenir juste après une sommité comme M. Miliani, qui, enfin, il y a 15 ans de ça, quand j'ai commencé à faire des recherches en littérature, sur le site de l'IMAC, justement, j'ai lu tous les mémoires dirigés par Haj Miliani, ses propres travaux. C'est ce qui m'a peut-être outillé, parce qu'il parle d'outillage et c'est très important. Euh, je le rejoins parfaitement parce que nos étudiants actuellement, avec ce système LMD, il y a plein de matières qui ont été supprimées. Nous, en fait, en licence classique, on a pu être formés. On avait un module très important qui nous a accompagnés pendant les 3 premières années texte-histoire, ce qui nous avait permis d'avoir cette vision qu'il appelle, lui, une vision macro, donc une vision un peu d'ensemble des textes littéraires importants à connaître. Le module de littérature maghrébine et des littératures du tiers-monde, c'est l'intitulé exact de l'époque, nous avait permis aussi d'avoir cette vision macro très importante pour aborder après des travaux beaucoup plus spécifiés, beaucoup plus pointus sur un auteur en particulier, un texte en particulier. Et ce qui manque aussi pour nos étudiants actuellement, c'est toutes les matières de théorie de la littérature, finalement, qui, à l'époque, nous avaient donné la possibilité de connaître des outils d'analyse. Parce que les approches, comme M. Miliani vient de le dire, on va les connaître, oui, d'accord, mais au fond, les approches ne font que nous donner des outils, une boîte à outils qu'on va utiliser à dessein. Et moi, en toute modestie, mais moi, mes travaux maintenant, je ne me contente pas à une approche. Je me dis, je suis doté d'un ensemble d'outils. Je peux faire des travaux, une analyse psychologique, mais faire appel à plein d'outils qui ne sont pas forcément des outils qui appartiennent à ce courant de pensée ou à cette approche en particulier. Alors, ma communication que je vais commencer maintenant va être en deux grands mouvements, en deux grands temps. D'abord, essayer, parce que je pense que cette journée, d'après l'argumentaire, était plutôt destinée en particulier aux étudiants, pour qu'ils aient une idée des approches existantes, des outils existants, etc. Et surtout des nouvelles approches pour avoir un renouvellement dans les mémoires de master et peut-être doctorat, des choses nouvelles. Donc moi, dans un premier temps, je vais essayer, et je vais prendre peut-être l'allure d'un enseignant de théorie de la littérature, je vais donner un regard panoramique sur les différentes approches à travers le temps, à travers l'histoire, mais je vais essayer de faire ça très vite. Et dans un deuxième mouvement, ce tournant discursif dont parle Dominique Minguenot, qui à partir donc, des années 90, l'analyse du discours qui apporte vraiment, selon Minguenot, selon les analyses du discours, une approche nouvelle. Et on va voir comment un grand chevronné comme Haj Miliani parle de scénographie, etc. Donc, je commencerai par dire donc diverses approches du texte littéraire ont vu le jour depuis la naissance de la critique en tant qu'activité herméneutique du fait littéraire au-delà du simple impressionnisme. Des noms comme Taine, Madame de Staël, La Harpe, Émile Faguet au XIXe siècle ont marqué les débuts, avec les données de l'époque, d'une réflexion à caractère spéculatif des œuvres littéraires. Mais c'est avec l'histoire littéraire qu'une vraie approche scientifique de la littérature apparaît, et ceci, comme l'affirme Jean Roux, et là je cite, le XIXe siècle sera le siècle de l'histoire et de l'esprit scientifique. À partir de 1830, l'histoire littéraire commence à concevoir de vastes ambitions, bientôt renforcées par le développement de l'esprit scientifique, dont les expressions dans le domaine littéraire seront la philologie et la méthode historique. Donc, fin de citation, c'est alors qu'apparaissent donc plusieurs travaux se réclamant de la philologie et de l'histoire littéraire, avec par exemple Gustave Lasson, les travaux de littérature comparée avec Ampère, qui avait pour ambition, et là je cite, de faire une histoire comparative des arts et des lettres chez tous les peuples. Il y a des études sur les genres littéraires, des débuts d'études sur les genres littéraires avec Ferdinand Brunetière, qui s'est inspiré de Darwin, de la théorie évolutionniste,
Il y a Sainte-Beuve, que tout le monde connaît bien sûr, à tel arbre, à tel fruit, donc toutes les études biographiques faites par Sainte-Beuve. Toutes ces méthodes ont perduré jusqu'à la deuxième moitié du XXe siècle. La linguistique à l'époque était une discipline qui prend en charge l'étude scientifique de la langue. Elle connaissait un grand essor, au point d'être considérée comme une discipline pilote pour toutes les sciences humaines. C'est avec son pendant structuraliste que vont naître les approches purement immanentistes du texte littéraire en tant qu'unité signifiante autonome, à ne citer que la narratologie, la sémiotique, la stylistique, la poétique, la critique génétique, etc. Et en parallèle, des approches qui s'attachent au contexte de l'œuvre littéraire se sont frayées quand même un chemin dans cette obsession autotéliste du texte littéraire, des approches qui font appel à des disciplines connexes et dont l'outillage conceptuel a été utilisé afin de lier le texte à l'auteur comme la critique psychanalytique et la critique thématique, ou bien de lier le texte à la société comme pour la sociologie de la littérature. Dans les années 60, sous l'influence des travaux des formalistes russes et du new criticisme anglo-saxon, une nouvelle critique qu'on a appelée à l'époque la The French Theory, la théorie de la littérature, donc la nouvelle critique française, a vu le jour avec surtout Roland Barthes. Et tout le monde se souvient de la rencontre, la confrontation célèbre entre Barthes et Raymond Picard. Raymond Picard qui était enseignant, professeur à la Sorbonne, et cette rencontre avait fait date parce que Barthes à l'époque défendait cette nouvelle critique, tandis que Raymond Picard défendait quand même les approches installées et instaurées. Donc les critiques structuralistes ont pris le Contre Sainte-Beuve, livre de Proust, comme cheval de bataille pour attaquer l'élément contextuel le plus étudié par l'histoire littéraire, à savoir l'auteur. D'ailleurs, les structuralistes réclamaient la mort de l'auteur. Donc, plusieurs approches ont vu le jour, comme je viens de le dire tout à l'heure. Je ne vais pas m'attarder sur cela, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est, à part les approches purement textuelles avec la sémiotique, etc., il y avait aussi quand même des approches contextuelles. La sociologie marxiste de la littérature avec Lucas et Lucien Goldman. Il y avait aussi la critique, la théorie psychanalytique d'inspiration freudienne ou lacanienne qui a donné une critique biographique avec tous les travaux de Marthe Robert, de Charles Morand, de Philippe Lejeune, de Jean-Noël Bellemin, et de Julia Kristeva. Enfin, c'est le cas aussi de la critique thématique, dont le point de départ, et là je cite, était le refus de considérer un texte littéraire comme un objet dont on épuiserait le sens par une investigation scientifique. Le problème, c'est qu'une frontière imaginaire, une sorte de mur de séparation, a dissocié l'intérieur de l'œuvre littéraire de son extérieur, son dedans de son dehors, ou de ses dehors, son immanence de sa transcendance. En un mot, à détacher le texte de son contexte. C'est une telle scission que dénoncent de nos jours des travaux qui relèvent de l'analyse du discours, avec à leur tête les travaux de Dominique Maguenot, qui définit justement l'objet de l'analyse du discours comme étant ni l'organisation textuelle considérée en elle-même, ni la situation de communication, mais l'intrication d'un mode d'énonciation et d'un lieu social déterminé. Alors, je vais essayer, cette communication a pour but justement de mettre en évidence ce que cette discipline, l'analyse du discours, qui s'intéresse depuis peu au corpus littéraire, apporte comme nouvelle appréhension de la littérature et ce qu'elle ouvre comme chantier d'investigation. Alors, cette discipline neuve, dont le dictionnaire est paru seulement en 2002, a pour ambition de remplacer l'étude immanente qui isole les textes comme s'il s'agissait d'unités closes par une étude qui envisage les textes comme incluant leur contexte, comme des actions socio-discursives, énonciativement et pragmatiquement situées dans un réseau d'échanges langagiers défini comme interdiscours. La prise en compte d'une telle modification méthodologique va faire que l'analyse interne, longtemps pratiquée par les poéticiens et les stylisticiens, ou d'analyse des contenus
à laquelle recourent tant les historiens que les sociologues, se conjugueront pour devenir une analyse du discours attentive à la fois à la lettre du texte et à la dimension sociale, ainsi qu'à la performance discursive et son impact sur la signification. Donc, une intrication, vraiment, un mariage, on va dire, entre texte et contexte. Et là, je cite, « Alors que dans les années 60, la référence à la linguistique servait surtout à fonder l'autonomie du texte contre les approches contextuelles, qu'elles soient sociologisantes ou psychologisantes. À présent, il s'agit plutôt de mobiliser les sciences du langage pour penser la contextualité du sens. C'est le couple intérieur-extérieur du texte qui tend à devenir obsolète. » Fin de la citation, une citation que je tire justement du dictionnaire d'analyse du discours et d'un ouvrage intitulé « L'analyse du discours dans les études littéraires » co-dirigé par Dominique Maguenot et Ruth Amossi. L'analyse du discours met aussi au premier plan de son investigation la problématique des genres du discours, du fait qu'elle est l'étude des faits langagiers dans leur diversité. Elle s'intéresse à toutes les manifestations discursives, sans exception. La catégorie du genre s'est généralisée alors à l'ensemble des discours produits dans une société grâce à la distinction entre les pratiques discursives en fonction des communautés sociodiscursives. On parlera alors de discours judiciaire, de discours scientifique, de discours philosophique, de discours journalistique, de discours publicitaire, etc. Et bien sûr, du discours littéraire. Tous ces discours se partagent des points de ressemblance, des points de convergence, et bien sûr, chaque type discursif aura sa propre particularité. Donc, les analyses du discours, et en premier lieu Maguenot, se sont tournées donc vers les corpus littéraires en tant qu'une des manifestations discursives possibles du langage. Ceci a eu pour résultat la généralisation sur la littérature des concepts opératoires sur les autres types de discours, sans pour autant annuler ce que la littérature a de spécifique. Considérer donc la littérature comme un genre discursif ruine en fait la conception qu'il a hissée au rang d'objet verbal sacré. La littérature est certes, comme dit Maguenot, une prise de parole superlative, mais auquel on pourrait quand même appliquer les mêmes outils d'analyse des autres types de discours. Donc, l'analyste du discours va s'intéresser donc à la littérature en tant que mode d'énonciation, en tant que dispositif communicationnel, à la fois textuel et socio-historique, qui intègre la vie de l'auteur, le statut de l'écrivain et son positionnement esthétique, le public et la relation qui se construit avec l'œuvre, le support matériel et les modes de circulation des énoncés, le genre et sa signification, les rites d'écriture, l'échange avec les autres types de discours d'une société, tout cela par le biais de concepts clés. Et là, je vais passer en revue à peu près les concepts clés qui me semblent nécessaires pour toute personne qui voudrait mettre en pratique une approche analytique du texte littéraire à partir des concepts donc d'analyse du discours. Le premier concept clé que j'ai moi-même mis en pratique à une certaine époque, la paratopie. Alors, la notion de paratopie désigne la condition de celui qui énonce à l'intérieur d'un discours constituant. Celui-ci ne peut en fait se placer ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la société, car pour proférer un texte littéraire, philosophique ou autre, il doit parler au nom de quelque transcendance. Alors, pour la paratopie, pour enfin, essayer de simplifier, de vulgariser, surtout pour les étudiants, la paratopie désigne cette situation que vivent tous les auteurs, tous les écrivains, qui paraissent pour le citoyen lambda, comme disait M. Mgani, comme des gens en marche. Hein, les écrivains ne sont pas comme nous finalement, ils sont un peu à la fois en marge de la société, mais à l'intérieur de la société. Cette situation paradoxale, c'est ce que appelle Maguenot la paratopie. Être un peu, on va prendre peut-être Rachid Boujdara comme exemple. Alors, quand on écoute Boujdara, il paraît un peu farfelu hein, de temps en temps, en marge, beaucoup et souvent, mais un écrivain qui n'est pas dans la marge, qui ne fait pas exception,
qui ne s'écarte pas de tous les discours ordinaires ne peut pas être un écrivain. Donc, être écrivain, c'est foncièrement être à la fois dans et hors la société. Deuxième concept clé, c'est ce qu'appellent les analystes du discours la communauté discursive et le champ discursif. Alors, pour le discours littéraire, la communauté discursive est celle des écrivains. Ceux-ci se partagent certains schèmes concernant le mode de vie, les normes, les représentations de qu'est-ce qu'être un écrivain. Ce qu'a abordé tout à l'heure M. Miliani indirectement. Donc, qu'est-ce qui légitime, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous permet de dire ou permet à quelqu'un de se dire écrivain. Donc, être écrivain, pour les analystes du discours, c'est faire partie d'une communauté discursive qui va mettre en pratique le discours littéraire avec ses schèmes et ses normes, mais qui doit aussi s'écarter de tous ces schèmes pour avoir une place particulière dans le champ discursif, ce qu'on appelle un positionnement. Alors, justement, le troisième concept clé, c'est le positionnement. Avoir une position, un point de vue qu'un auteur doit asseoir pour se construire une identité dans la masse énorme des écrivains, des auteurs. Donc, l'homme qui se sent investi d'un don pour l'écriture, de ce qu'on appelle en analyse du cours d'une vocation énonciative, doit se positionner par rapport à un certain nombre de paramètres afin de se constituer une identité énonciative. Déjà, il doit prendre la posture d'un auteur en termes d'image, d'éthos, qu'on appelle l'éthos, en termes de mode de vie et d'exercice de l'écriture. Mais qu'est-ce qui autorise un locuteur de qualifier son énoncé de littéraire et de se qualifier comme écrivain? Question légitimée par le fait qu'aucun diplôme ne sanctionne un parcours d'apprentissage et ne donne la légitimité à une personne de pratiquer la littérature et donc de se dire écrivain, d'avoir ce qu'on appelle en analyse du discours une autorité énonciative. Donc tout cela a besoin de temps, de légitimation, de tous les acteurs de légitimation, à commencer par nous, les universitaires spécialistes de littérature, les mass médias, etc. C'est ce qui donne, ce que disait le professeur Miliani tout à l'heure, il faut que l'auteur ait une légitimation. Donc ce manque de définition claire et unanime de la littérature crée de ce fait une tension entre les agents du champ littéraire et impose que chacun pratique et donne ce que pour lui est la littérature. Cette tension se manifeste sous forme d'écoles littéraires, de courants littéraires, de doctrines littéraires, etc. Et l'écrivain est constamment appelé à se positionner, cela en choisissant une esthétique particulière, mais aussi un genre qui lui correspond, une identité de la masse de l'archive intertextuelle littéraire, des rites d'écriture, une manière de vivre, une langue, un style d'écriture, etc. Donc, mettre en pratique tout cela, c'est vraiment entrer dans lier texte et contexte, auteur avec la vie, etc. Quatrième concept clé d'analyse du discours, la scène d'énonciation. Donc, pour les analyses du discours, chaque acte d'énonciation implique la réflexivité de certaines coordonnées de l'activité discursive, donc des coordonnées personnelles, temporelles et spatiales. La littérature n'échappe pas à cela et implique ainsi une scène d'énonciation dont les coordonnées permettent de répondre aux questions: qui parle, à qui il parle, où et quand. Alors, selon Menguenot, cette scène d'énonciation peut être divisée en trois scènes distinctes. D'abord, la scène englobante qui correspond au type de discours pratiqué. Donc, si je pratique le discours journalistique, la scène englobante, c'est la scène journalistique. Si je pratique la littérature, la scène englobante, c'est le discours littéraire. Au sein de cette scène englobante, on aura une scène générique. C'est tout simplement le genre mis en pratique. Dans la masse de la littérature, si j'écris un roman, je mets en pratique le genre romanesque. La scénographie, qui est la troisième scène énumérée par Menguenot, à l'intérieur du roman, je peux utiliser d'autres scénographies, une scénographie théâtrale, une scénographie épistolaire, une scénographie du récit du voyage, une scénographie du journal intime, c'est-à-dire je rédige un roman, mais en réalité le lecteur est en train de lire une correspondance entre deux personnages, ce sera un roman épistolaire. Donc la scénographie à l'intérieur, et tout à l'heure M. Miliani abordait la scénographie féminine, Menguenot appelle ça la scénographie de la femme fatale. Donc au fond, on lit un roman,
mais à l'intérieur, la scénographie réelle, c'est parler au nom des femmes. Hein. Jean-Marc Mourin, par exemple, parle de scénographie postcoloniale. Donc, on lit les romans maghrébins, mais à l'intérieur de ces romans, en réalité, on met en scène la vision postcoloniale, un positionnement post-colonial. Donc, le concept de scénographie est un concept très opératoire. Le cinquième concept clé, c'est le médium, le canal de transmission, la médialité. Hein. Donc, l'analyse du discours s'attache aussi à analyser les circonstances matérielles de la communication, le support physique qui sert à véhiculer la parole, en un mot, le canal de transmission. Celui-ci influe sur le mode de communication, car on ne manie pas le langage de la même façon selon qu'on le communique par oral ou par écrit, de façon directe ou différée, par le biais d'un moyen de diffusion à support papier, audio oral ou audiovisuel, et maintenant, bien sûr, ce qu'on appelle le support numérique qui change complètement nos pratiques de lecture et les pratiques d'écriture en soi des écrivains. Sixième concept qui termine mon intervention, c'est le cadre herméneutique. Dans son rapport avec l'interdiscours, la littérature se nourrit d'une part des autres textes et elle nourrit à son tour d'autres textes. Phénomène qui, depuis les travaux de Genette, est baptisé la transtextualité. Parmi ces relations transtextuelles possibles, l'on retrouve la métatextualité, qui désigne les commentaires d'un texte dans et par un autre texte. La littérature est donc objet d'interprétation, de commentaires, ce que Minguenot désigne par le terme cadre herméneutique, et qui implique, premièrement, que le texte est digne d'intérêt, singulier et unique. La littérature reste quand même un objet de langage très singulier. Alors, deuxièmement, que son message délivré d'une source transcendante traite de sujets portant sur les fondements. La littérature, vraiment, c'est un discours constituant, au même titre que le discours religieux, le discours philosophique. La littérature apporte une réflexion sur la réalité, etc. Donc, sur les fondements même de l'existence, c'est pour ça qu'on a l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, et la philosophie de l'absurde, finalement, c'est Camus, donc un écrivain philosophe, etc. Donc, troisièmement, que le message transmis par la littérature est nécessairement caché. Et en quatrième lieu, qu'il faut pour déchiffrer ce message une lecture critique qui, à la différence de la lecture privée, est objective, méthodique, exhaustive et productive d'une interprétation sous la forme d'un autre texte. Et c'est grâce donc à un tel cadre herméneutique que toute une communauté discursive existe, proférant un autre type de discours constituant, parallèle à celui de la littérature, le discours scientifique des critiques, des universitaires spécialistes de littérature, ce que nous sommes, donc discours dont l'objectif est d'épuiser l'herménia, donc les différents sens possibles que génère un texte littéraire, donc l'herménia d'un texte littéraire qui paradoxalement est justement inépuisable. Donc on a beau finalement étudier et analyser la littérature, on pourra dégager plusieurs sens, mais le texte sera, comme disent les critiques à leur tête, lecteur in fabula, comment ça s'appelle, hein? Donc inépuisable, hein, finalement, le texte, il est ouvert. Hein? Et c'est ce qui termine mon intervention. J'espère que je n'ai pas trop pris sur le temps de parole imparti. Non,